Chapitre 9. Des roses et des chrysanthèmes. Tournez, tournez, tournez les mots jusqu'à l'ivresse. C'est quand les choses ne sont plus sûres que la vie en fait commence. Tournez et retournez les mots pour faire jaillir l'invisible en un feu d'artifice. Et toute vacillante d'avoir goûté la vie, marchez, marchez dans les pas de la femme indigo. Du fond jusqu'à la surface, faire remonter les mots. Couche après couche, les mots s'empilent, mes mots à la parole des miens ajoutés. Couche après couche, strate après strate, les mots s'empilent, et la dernière écriture révélant tout le reste. À la croisée des chemins, des mots se disent, des mots se crient. À la croisée des chemins, des nœuds se nouent et se dénouent. Être attentif à ce qui se joue. La vie en marche quelquefois nous devance, des mots déjà dits se prononcent à nouveau. Pour me retrouver moi-même, j'ai deux traces, deux profonds sillons. Deux temps, deux espaces, deux histoires ont divisé ma vie en deux. Toujours deux et pourtant l'appel incessant de l'unique, instant rêvé de l'unité retrouvée. Rosita d'abord, mais ensuite. Toujours additionné, rien ne peut se soustraire. Ce qu'ont été nos parents donne à notre vie un sens, une direction. Redoutables et formidables, ceux qui nous ont fabriqués. Plus que la vie qu'ils donnent, c'est ce qu'ils sont qui nous transmettent. Et leurs mots sans bruit nous traversent. Ah, ma seconde maman. Elle est un bout de mon histoire. Pour ceux qui n'entrent guère au fond des choses, ceux qui demeurent dans des histoires de grâce et de classe, Maybe est une Chabine Calazaza, peau claire et longs cheveux crépus, qui mène tambour battant son petit monde. On la reconnaît au chignon qu'elle porte planté au milieu du crâne. C'est une sorte de mirador duquel vous êtes vu, entendu, pesé et sous-pesé. Il vaut mieux donc ne pas chercher à soutenir son regard. Chabine m'effusillait du regard quiconque osait l'appeler. C'est qu'à l'origine, on employait ce mot pour désigner des animaux issus du croisement d'un bélier et d'une chèvre. Aujourd'hui, Chabines et Chabins traînent derrière eux tout un tralala. À ce qu'on dit, Chabins et Chabines sont des hommes et des femmes qui ont du caractère. Pourtant, ce ne sont assurément ni sa peau claire, ni ses longs cheveux crépus qui ont déterminé le tempérament de la fille de Léonie. C'est de son histoire qu'elle tient la manière et l'art de mener tambour battant toutes ses affaires. Si elle sait parfaitement ce que les choses doivent être, c'est parce qu'elle a dû lutter pour trouver sa place. De batailles en bataille, elle s'est forgé sa propre vision du monde et elle est convaincue de posséder sur les choses et les gens un grand pouvoir. Elle est persuadée qu'elle peut agir à sa guise afin d'obtenir ce qu'elle souhaite. Ce qu'elle souhaite étant à ses yeux, bien évidemment, le meilleur. Tout ce qui lui semble aller de travers, elle s'autorise à le remettre à l'endroit. Aucune résistance, aucune contestation n'est possible. Mais n'est heureuse que quand son univers déborde de ses transformations. La vie parfois nous devance, quelquefois même elle nous échappe. Pour comprendre le présent, remonter le fil de l'histoire de nos parents. Jusqu'à l'âge de 12 ans, la petite May a vécu bien au chaud aux côtés de Léonie, sa mère. Léonie était une couturière qui choyait son enfant, l'enveloppait de toute son affection. Les yeux de May pétillaient lorsqu'elle évoquait pour moi les robes que lui confectionnait sa maman. Jolie tenue à petits plis et grands volants qui faisaient baver ses amis. Tout tournait rond en rond à cette époque-là. Souvent, May me racontait en détail son enfance. La rue des Amours avec Léonie à Fort-de-France, leur maisonnette à côté d'un cinéma de quartier. L'habitation La Capoule à Saint-Joseph, où elle gambadait libre avec ses cousins et cousines. Leur partie de pêche aux écrevisses et leur passionnante chasse aux merles. On confectionnait des pièges avec de la colle de fruits à pain. Chaque oiseau pris au piège piaillait pour avertir les siens. Alors on lui clouait le bec et le stratagème recommençait
jusqu'à ce qu'on ait assez de merle pour un rôtissage secret dans un coin de l'habitation, loin des yeux indiscrets des grandes personnes. On volait des allumettes, du charbon et du sel. Mais me racontait aussi comment on attrapait les lézards avec des collets faits avec la nervure des feuilles de cocotier. Les combats d'anolis et les enterrements de fourmis. Souvent l'enfance est cruelle, d'une innocente cruauté. Peut-être est-ce une façon d'avoir un peu de pouvoir sur les choses. Il y avait également la rivière de son enfance. La rivière blanche avait une eau capricieuse. En temps normal, elle descendait en chantant, claire comme du cristal. On s'offrait des bains dans ces grands bassins. Et sous les plus grosses pierres, on trouvait tout un peuplement d'écrevisses et de colroches qui finissaient dans les casseroles. Mais c'était une toute autre histoire quand il pleuvait. La rivière blanche descendait sa colère avec précipitation. L'eau venue des bois déboulait bouillonnante, écumante et chargée d'une boue jaune. C'est là qu'il fallait prestement déguerpir de son lit. Un jour, Mée avait évité de justesse la noyade, grâce à la célérité d'un de ses cousins, un certain Ulysse, un gaillard de près de 2 mètres qui s'était perché sur une branche ployant au-dessus de la rivière. In extremis, il l'avait attrapé par une aile et posé sur la rive. Des expériences vécues dans l'enfance ont tiré quelquefois des façons de vivre. Si Mée prétendait exercer son pouvoir sur les choses et les gens, si elle montrait une volonté d'acier pour ce qui est de réaliser ses passions, c'est qu'elle avait eu l'occasion de lutter contre les éléments naturels. Lorsqu'on a échappé à une rivière en furie, que n'est-on pas capable de faire? Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce que Léonie disait, pensait ou faisait étant en lien avec son enfant. Et puis un jour, Léonie est tombée très malade. Le duo a été séparé. Une douleur indicible. Vers 12 ans, la fille de Léonie a atterri chez son père, un directeur d'école, qui habitait une maison à 2 étages à la rue Gabriel-Péri, au Terre-Saint-Ville. On ne peut pas dire que dans la maison des Terre-Saint-Ville, vivre était un plaisir. La belle-mère de Mée distillait le venin d'une jalousie en pourrissant son existence. Devant son mari, elle était pour sa fille une maman attentive. Derrière son dos, c'était une toute autre affaire. Le visage de la fille de Léonie lui rappelait que son époux en avait aimé une autre et que peut-être il l'aimait encore. La fille de l'autre en plein mi-temps de son univers? Elle ne pouvait le supporter. Devant le monde, ne rien dire, ne rien montrer. Mais dans l'ombre, elle savait à la perfection trouver ce qui humilie et qui blesse. Combien de vexations, combien d'affronts la fille de Léonie a-t-elle dû supporter? C'est qu'être la femme d'un directeur d'école avait pour la marâtre tous les charmes. Et peut-être craignait-elle qu'un jour, celle qu'elle croyait sa rivale lui prenne sa place. Qui sait? Les enfants ne sont pas de taille à lutter avec les grandes personnes. Alors, elle en profitait. La fille de Léonie ne se rebellait jamais. Elle ne faisait pas grand bruit dans la maison de sa belle-mère. Mais ce n'était pas pour autant qu'elle acceptait le traitement qui lui était réservé. Sourire au dehors, colère au dedans. Ça lui a forgé un sacré caractère. Regarder l'autre en face, certaine que ses manigances apparaîtraient immanquablement au grand jour. Ne jamais faire tourner soi-même la roue de la vengeance. Pourquoi engager avec ses ennemis un combat qui n'en vaut pas la peine? Les choses un jour reprennent leur place immanquablement. C'est ainsi qu'est fait l'univers. Après chaque vexation, la jeune fille répétait doucement cette petite maxime. Si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre. De là s'est forgée sa grande ténacité. C'est de Léonie sa mère qu'elle tenait cette philosophie. Elle y croyait. C'était une espérance solide comme une ancre. Pour Mée, le véritable enjeu était ailleurs. Son père l'aimait et cela lui suffisait.
Son père était un homme sur lequel on pouvait compter, un homme qui assumait ses erreurs, ne les faisait jamais peser sur les autres. C'était un professeur de mathématiques qui avait des règles et des principes. Un professeur de mathématiques qui était devenu le directeur du collège d'une commune de la Martinique, le Saint-Esprit. L'homme avait d'ailleurs poussé la loyauté jusqu'à élever le fils de ses camarades à sa place. Un médecin qui ne voulait pas que la vie qu'il avait menée avant d'être établi lui fasse de l'ombre. Son ami lui avait demandé de s'occuper d'un enfant qu'il avait eu avant son mariage. Le garçon livré à lui-même dans la commune du Vauclin était en train de mal tourner. Le père de Mai l'avait donc élevé comme son fils, ce qui avait radicalement changé le destin de celui-ci. Après de brillantes études, le jeune homme avait ouvert un cabinet de dentiste dans la région parisienne et avait fondé une belle famille. Mais jamais il n'avait pu admettre que son père l'ait ainsi laissé tomber. Il avait cherché toute sa vie à lui ressembler pour qu'enfin lui soit délivré le sésame d'une reconnaissance. Il voulait à tout prix être le fils de son père, quoi de plus normal. Mais elle avait suivi la voie du directeur d'école. Elle était devenue enseignante comme lui. Après quelques années au pensionnat colonial et à l'école normale, la jeune fille avait obtenu son brevet supérieur, un diplôme qui lui permettait à l'époque de devenir institutrice. Mais a commencé sa carrière dans la commune des Anses d'Arly en 1939, au début de la Deuxième Guerre mondiale. En ce temps-là, on avait la charge de classe d'une 50aine d'élèves et on faisait ce qu'on pouvait. Les élèves de mai écrivaient sur des carreaux d'argile rouge qu'elles se procuraient à la poterie des Trois-Îlets. Peu de cahiers et de livres ornaient les étagères de sa classe. Les enfants écoutaient religieusement la maîtresse. Ils s'imprégnaient de tous ses faits, de tous ses gestes. Ils apprenaient des rudiments de calcul, de grammaire, d'orthographe, d'histoire et de géographie. On connaissait les noms des régions et des chefs-lieux de France mieux que ceux des communes de la Martinique. C'était une autre époque. Les enfants copiaient et recopiaient les pensées des grands auteurs jusqu'à ce qu'ils puissent, des années plus tard, forger les leurs. Tous les enfants, en cette époque troublée, aimaient à venir à leur école. L'école était un lieu où l'on apprenait ce qu'est la vie. L'école était le seul moyen de s'élever dans la pyramide sociale. Aujourd'hui, il n'est plus question de s'inspirer des maîtres. Plus grande est la capacité de contester, voire de contredire les aînés. Plus on se croit avisé. Qu'apprend-on vraiment aujourd'hui puisqu'on a un avis sur tout avant même de savoir penser? On voit clairement maintenant où vont les génies d'aujourd'hui. Tous les matins, May expliquait le travail du jour aux élèves les plus appliqués. Et puis la marmaille était répartie en plusieurs groupes, les plus grands étant les plus petits et les moins forts. Ainsi, des liens d'entraide et une saine émulation étaient créés. Discipline, un maître mot dans la classe de l'institutrice. Ce n'était pas pour autant l'armée. Pendant les leçons et les exercices, un grand calme régnait sur le petit monde et le savoir était au milieu. Chacun voulait faire de son mieux. Les plus doués pouvaient regagner l'école qui était au centre du bourg. Après l'école et le collège, l'un de ceux-là avait la chance d'être choisi pour le lycée. Il finissait comme instituteur ou fonctionnaire dans l'administration publique. C'est aux Anses d'Arly que May a rencontré Alcide. Coup de foudre. L'homme enseignait les mathématiques comme son père. Et il aimait les enfants. Deux éléments qui, aux yeux de la jeune fille, faisaient à l'homme un charme irrésistible. Après quelques postes en tant qu'institutrice, May a intégré comme Alcide le corps des professeurs qui enseignent au collège. Puisqu'elle avait de solides bases scientifiques, la physique, la chimie et la biologie ont été ses domaines de prédilection. Qu'il s'agisse de l'anatomie ou de la physiologie du rein, du cerveau ou du cœur, May vous expliquait ce que vous deviez savoir en 2 temps 3 mouvements. Les schémas devaient être impeccables et les équations chimiques parfaitement équilibrées.
Souvent, à la récréation, on voyait certains élèves s'exercer avec des craies de couleur. Chaque organe était tracé et retracé. Lorsqu'elle apercevait l'application de ses élèves, May était enchantée. En 1942, May et Alcide B se sont mariés. C'était un temps où la Martinique était administrée par un haut commissaire de la République nommé Robert, l'amiral Robert. Tous les anciens parlent de cette époque avec un certain émoi. Imaginez, du palais du gouverneur jusqu'à la rue de la Liberté à Fort-de-France, on défilait avec des saluts fascistes. Et on vivait une vie de briques, de broc et de troc. C'était une ère de grande privation et de peur. Néanmoins, on trouva le moyen de célébrer dignement les noces des deux tourtereaux. Coupon après coupon, on avait obtenu le tissu nécessaire à la confection de la robe de la mariée et celui qu'il fallait pour réaliser le costume de l'époux. Comme à son habitude, Léonie avait cousu des habits de toute beauté. Mais le père de May ne s'était pas pointé à la noce. Il n'a jamais trop apprécié le mari de May, ce qui causait à celle-ci bien du chagrin. Alcide était un être qu'elle aimait avec fureur. Peut-être son père savait-il des choses qu'elle ignorait. Pour le banquet, en usant de débrouillardise, on s'était procuré tout le nécessaire. La famille de Léonie, qui vivait à la campagne, ne souffrait pas autant de la pénurie que tous ceux qui habitaient Fort-de-France. On avait donc pu rassembler quelques cabris, des poulets, avec la complicité des voisins et des voisines, pour une noce sympathique. Un voisin et ami boucher avait fourni la viande de bœuf. Ça avait été une noce sympathique dont on avait soigneusement caché les détails au contrôle de l'administration vichiste. En ce temps-là, il n'était pas permis d'abattre soi-même des animaux. Les autorités y consentaient seulement si l'animal était blessé. Alors les bêtes dont on déclara de fâcheux accidents furent nombreuses en cette période troublée. Mais m'a raconté que les parents d'élèves qui voulaient lui permettre de bénéficier d'un peu de viande envoyaient leurs enfants l'avertir. Madame, papa m'a dit que ti cabrit li a kay casse pat li dimanche. Est sous les morceaux. Avait-on procédé ainsi pour la noce? Je ne sais. On s'était également procuré de la farine de froment pour réaliser les gâteaux, ce qui était très rare, vu l'embargo que l'Amérique faisait peser en ce temps-là sur la Martinique. Pendant la guerre, on n'échappe pas à la contrebande. Il y a toujours des individus peu scrupuleux qui profitent des désordres du monde pour leur propre profit. Tout un tas de produits étaient vendus en cachette. Tout cela venait des filières clandestines, mais aussi des gardes-manger bien garnis, des soldats du régime vichiste qui bénéficiaient d'un traitement bien plus avantageux que les Martiniquais. On raconte que les soldats jetaient les restes de leurs victuailles du haut du fort Saint-Louis et que les jeunes Antillais plongeaient dans la mer pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient. Quelle époque! Pour les alcools, c'était aussi très compliqué, puisqu'il était interdit de fabriquer et de consommer du rhum. Non seulement Vichy prétendait ainsi lutter contre l'alcoolisme, que les Allemands interceptaient les cargaisons de rhum, les autorités vichistes avaient décidé de ne point leur en fournir. Le rhum fut placé sous haute surveillance. Pour réjouir le cœur des invités à la noce d'Alcide et de May, on se contenta du vin d'orange. Cet alcool-là faisait fureur. Au moins, on avait des fleurs, des monceaux de marguerites, de glaïeuls, de roses et de lilas, des quantités et des quantités de fleurs blanches et roses, dont on avait orné la salle de fête et la cathédrale de Fort-de-France. La noce avait été parfaite. Mais la vie commune l'avait été un peu moins. Un jour, le couple débarqua au Carbet, le bourg où je suis né. Mais la conduite d'Alcide ne s'améliorait pas. Alcide était le genre d'individu à collectionner les conquêtes, si bien que son petit nom fut rapidement connu de tous. Sucrier les îles, Sucrier aussi, puisqu'il hantait tous les bars du village. Sucrier des îles, assurément, c'était une appellation qui ne faisait plaisir ni à son épouse, ni à la famille de celle-ci. Si le père de May n'avait pas vu d'un bon œil le mariage de sa fille avec Alcide, il avait ses raisons. Au Carbet, les secrets d'alcôve étaient le centre de toutes les préoccupations.
les récits croustillants des escapades d'Alcide se chuchotaient, souvent la bouche sous le bras. Peine au dedans et sourire au dehors, la femme du directeur continuait la vie comme si de rien n'était. C'est que malgré ses frasques, elle aimait sincèrement son mari et ne retenait de lui que le meilleur. Vers Pâques, lorsque les fidèles se réunissaient sur le parvis de l'église du Carbet pour le grand feu du cierge pascal, Alcide Aimé était aux premières loges, comme il l'avait été pour recevoir une croix de cendre sur leur front le dimanche précédent. Une pénitence avant la rédemption en quelque sorte. Avec le concours du bon Dieu, l'épouse accordait ainsi à son mari des milliers de pardons. Le couple pouvait donc offrir au monde l'image d'une union parfaite, le mari attentif à sa femme et la femme attentive à son mari. Cependant, les deux commères du village, Cécilia et Judicia, n'étaient aucunement dupes. Elles savaient quel individu était le directeur du collège et ne se privaient pas de colporter dans tout le Carbet ce qu'elles savaient. Mais les détestaient. Mais elles ne laissaient paraître ni ce qu'elles ressentaient, ni ce qu'elles pensaient lorsqu'elles les rencontraient. Elles fermaient l'oreille à leur bavardage, s'appliquant plutôt à continuer de plier les choses et les êtres à sa volonté. Mais plier les choses et les êtres à sa volonté, hormis son délicieux mari, évidemment. Outre son mari volage, quelque chose d'autre obscurcissait les pensées de la femme du directeur. Aucun enfant ne lui venait. Rire au dehors, pleurer au dedans. Pas l'ombre d'une descendance à qui raconter ces histoires de maman de l'eau et de compère lapin. Descendance, c'était un tout petit qui marcherait à quatre pattes dans ses rêves. C'était un tout petit qu'elle aurait aimé voir grandir et adoucir ses heures à elle, son enfance à chair qu'elle aurait vu s'épanouir et continuer le chemin de la vie. Marcher, marcher, marcher toujours. De ce tout petit-là, elle aurait été, s'il le fallait, et le père et la mère. Descendance, un mot grand comme un vaisseau à trois ponts pour des voyages centenaires. Mais elle ne pouvait en prononcer pour elle-même aucune syllabe. Alors, la jeune femme s'adonnait à de curieuses transformations pour apaiser sa souffrance. À Pâques, des poussins bleus et roses suivaient les mères poules dans sa cour. En apprentie sorcière, elle introduisait un colorant dans les œufs qu'elle plaçait dans une couveuse de sa fabrication. Quel prodige! Elle connaissait aussi le secret qui faisait fleurir ses orchidées en tout temps. Cattleya, Phalaenopsis, Dendrobium produisaient des floraisons qui retenaient l'attention des passants. Au lieu de s'occuper de ses affaires, le monde admirait ses poussins et les fleurs de son jardin. Pour fasciner les Carbétiens, Maybe avait les vidées du carnaval et les festivités de Pâques. Chaque année, elle imaginait des costumes étonnants et à Pâques, les plus petits avaient droit à une chasse aux œufs dans la cour de l'école. En fin d'année, les élèves de mai présentaient un spectacle étourdissant. Ils chantaient, dansaient, récitaient des poèmes. Ils jouaient des scénettes qui ravissaient tous les parents. Le tableau final était toujours très attendu. Lorsque les feux de Bengale inondaient la scène de leur lumière multicolore, c'était des tonnerres d'applaudissements. Tout le Carbet vibrait de bonheur. Je ne parle même pas des sorties à la plage. On conviait toute la marmaille du collège à des journées récréatives sur les plages du sud de la Martinique. De longues processions d'autobus partaient du Carbet pour aller au Cap Chevalier, au Marin ou aux Salines, en portant dans son sillon un tourbillon de chants et de charades. C'était la fête. Il est vrai qu'au Carbet, il y a de magnifiques plages de sable noir où les marins pêcheurs roulent leurs canots et font sécher leurs filets. Mais le sable blond et la mer de cristal des plages du sud paraissaient tellement plus séduisants. On avait l'impression de partir à l'aventure dans un pays lointain. C'étaient de véritables expéditions. D'année en année, à force de carnaval, de spectacles et de sorties à la plage, s'est construit entre le couple d'enseignants et une grande partie des Carbétiens une sorte de tolérance, une estime mutuelle et voire même, pour certains, une réelle amitié. Après tout, personne n'est parfait. Mes parents faisaient bien évidemment partie de ceux qui appréciaient le directeur et sa femme. Ceci d'autant plus qu'ils étaient leurs plus proches voisins. C'est pour cela que j'ai pu traverser la rue pour étendre mon petit royaume sur la maison d'Alcide et de Mai.
Au début, je me contentais de m'asseoir sagement au pied du grand escalier en attendant May qui me couvrait de cadeaux et de soins. Léonie et Fanny, la mère de Léonie, participaient aussi à mon éducation. Elle m'entourait d'amour et d'attention. Alors, je me suis mise à passer chez les voisins le plus clair de mon temps. Un jour, j'ai eu là mon lit, mes couverts et mon armoire. Dans mon esprit, j'avais à peine 2 ans. Il n'y avait aucune séparation entre mes deux univers. J'étais partout à mon aise. La maison voisine était une simple extension de la maison de mes parents. Alors, May s'autorisa à me demander de l'appeler maman. Ce que je fis, lui procurant ainsi le plus grand des plaisirs. Pour moi, tout le monde formait une seule et même grande famille. Rien ne pouvait se soustraire. La vie pour moi était multipliée à l'infini. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comme il se sentait à leur aise au Cambé, le directeur et sa femme s'étaient même mis à prospecter pour trouver un joli terrain où bâtir leur propre maison, celle qu'ils occupaient n'étant qu'une location. Pour beaucoup d'enseignants, devenir propriétaires de leur habitation est le signe d'une réussite qu'ils sont fiers de montrer au monde. Alcide et May étaient aux anges. Mais tous les projets tombèrent à l'eau. Le bonheur de May prit fin lorsqu'Alcide est mort. Il s'est éteint après une longue maladie. Ce jour-là, assurément, une partie de sa femme est morte aussi. C'était une nouvelle blessure qui s'ajoutait dans son âme. Avec le grand chagrin qu'elle ressentait parce qu'elle réalisait que sa naissance était à l'origine de la douleur de Léonie, sa mère, le grand vide que causait son impossibilité d'avoir des enfants, s'ajouta la perte prématurée de son mari. Elle n'avait qu'une 40aine d'années. C'est après la mort de son mari que les éclats de rire de May ont commencé à s'étrangler dans de longs sanglots. On avait célébré la messe d'enterrement d'Alcide en grande pompe à la cathédrale de Fort-de-France. Bien entendu, une fois passé de Via Trippa, le directeur avait été panthéonisé dans la plupart des chœurs. En ce jour de grand deuil, la moitié des femmes du Cambé portaient, comme il sied à des veuves, robes de deuil, mantilles et bas noirs, mais aussi yeux rougis, sanglots saccadés et visages bouffis. L'église était noire de monde. Ce jour-là, chacun avait ajouté à sa parure la foi et la dévotion nécessaires à sa propre rédemption. Les yeux tournés vers le ciel, la bouche en cœur, les mains jointes, on avait offert au Seigneur toute la ferveur de sa voix. Cécilia et Julicia surtout étaient persuadées de s'en retourner l'âme pure et le péché léger à force de chansons. Alcide était le meilleur des hommes, surtout dans le cœur de sa femme. Oubliez cette trahison et ces saouleries dans les bars. Le cœur de May pleurait en silence l'homme qu'elle avait aimé avec fureur. Après l'enterrement, May s'était mise à vénérer son époux comme une vestale. L'ombre d'Alcide planait sur notre maison de Saint-Georges, nuit et jour. May a poussé le bouchon jusqu'à garder pendant des années toutes les chaussures d'Alcide sous son lit. Elles étaient alignées comme pour une parade. Et dans son armoire, les vestes et les pantalons prenaient presque toute la place. J'en étais arrivé à croire qu'Alcide vivait parmi nous. Les yeux si verts de la photo du salon étaient pour moi une preuve irréfutable que nous n'étions pas seuls, mais Léonie, la fille adoptive de May, et moi. Je ne vivais donc pas une vie tranquille. La statue de Saint-Georges terrassant un dragon à l'entrée de notre résidence me prévenait de toutes les batailles que j'aurais à mener contre mes propres terreurs. Le dimanche ne se passait pas, comme pour beaucoup de familles, à la plage. Pour la nôtre, c'était le jour d'une sainte adoration. Mais sa fille adoptive et moi, nous nous rendions au cimetière pour prendre soin d'Alcide. Sa tombe était un des monuments extravagants qui s'élevait au-dessus du troupeau des tombes des pauvres. Quel contraste avec les tombes des pauvres, de simples monticules de terre entourés de conques de lambis avec des croix de bois noir. La blancheur des tombes des riches en était aveuglante. C'étaient des monuments de marbre blanc semblables à des basiliques avec des tours et des arcades à n'en plus finir. Même dans la mort, on se démarque, on prend des pauses, on fait les fiers. Surprenante vanité des êtres humains. Il fallait pour parvenir jusqu'à la tombe d'Alcide suivre un escalier aux marches irrégulières, dont l'ascension était fort périlleuse. Nous passions la matinée du dimanche à brosser et à faire briller l'édifice
sous le regard moqueur d'Alcide. Cette existence, tout entière dédiée à la mort, a marqué toute ma petite enfance. Mais était parvenu à faire de son époux un membre à part entière de notre famille. Un portrait semblable à celui du cimetière s'étalait sur l'un des murs du salon, donnant la certitude de sa surprenante présence. Alors, toujours les yeux braqués sur les disparus, j'en suis venu à avoir peur que May disparaisse à son tour. J'ai commencé à repousser la mort avec des gestes dérisoires. La vie de ma seconde maman ne tenait qu'à un fil. Elle dépendait du nombre d'oiseaux sur une branche, de la forme des nuages dans le ciel ou de la couleur des cailloux que je trouvais sur mon chemin. Au moindre signe, j'étais en émoi. J'avais peur que May s'en aille aussi. Je vivais une frayeur constante. Mais tout ce qui se passait au fond de moi, personne ne le savait. Si d'aventure j'en avais parlé, ce serait précipiter la mort de May. Notre vie assurément nous devance. Les choix de nos parents, leur manière de compter leurs jours, pèsent de leur poids sur ce que nous sommes, nous leurs enfants. L'ombre du mari de May plane, mes rêves se drapent de noir. Je suis maman où qu'elle aille, je déambule dans les cimetières. L'odeur de la terre remonte, mais la porte comme un vêtement. Maman s'enveloppe de mort. Toutes les couleurs de May sont ternes, mes rêves s'enveloppent de noir. J'aurais pourtant préféré le soleil, un soleil éclatant. J'aurais préféré des couleurs vives, du rouge, du jaune, du vert, du bleu, un grand éclat de rire au milieu de mon cœur. J'aurais préféré respirer la vie, mais c'est la mort qui m'arrivait. La vie était pour May une offense à ses précieux souvenirs. May n'avait aucune conscience de ma vie qui avançait. Elle vivait la vie tournée vers ses propres pensées. Moi, je n'avais pas le choix, je la suivais. C'était le chemin que pour moi, elle avait choisi. Comment comprendre ce que je suis sans la trace des mots anciens, les mots qui disent eux-mêmes ce qu'ils sont? Génération après génération, les mots s'entassent. Une montagne de mots gonfle, des mots restés au-dedans de la gorge jusqu'à la suffocation. Une montagne de mots gonfle jusqu'à l'explosion. Apesanteur de mots qui pleuvent comme la manne dans le désert. Et les nouveaux venus sont nourris par les mots tombés du ciel. Sans qu'ils le sachent, les mots d'autrefois les traversent, les bercent. C'est que toujours notre vie nous devance et trace pour nous de profonds sillons. Poursuivre l'œuvre où qu'elle aille. En un perpétuel dedans dehors, l'œuvre avance. L'œuvre allonge ses racines qui respirent et l'air, et l'eau, et le feu, et la terre. L'œuvre s'accroît et prolifère, que le temps soit mauvais ou propice. En regardant la statue qui s'élève à l'entrée de notre résidence, je prends la mesure de mes futurs combats. Saint-Georges terrassant son dragon est pour moi une source d'inspiration. Comment terrasser l'armée de mes peurs? Peur de la nuit, peur du vide, peur de l'abandon, peur de la mort aussi. Comment vaincre mes propres dragons? Avec la même détermination que Saint-Georges terrassant le dragon. Du fond jusqu'à la surface, faire remonter les mots, couche après couche. Les mots s'empilent, mes mots à la parole des miens ajoutés. Couche après couche, strate après strate, les mots s'empilent. Et la dernière écriture révèle tout le reste. À la croisée des chemins, des mots se disent, des mots se crient. À la croisée des chemins, des nœuds se nouent et se dénouent. Être attentif à ce qui se joue. La vie en marche quelquefois nous devance. Des mots déjà dits se prononcent à nouveau. Un enchevêtrement de mots sur ma page. La dernière écriture révélant tout le reste. Hisser les mots sur leurs échasses, les mots vertigineux qui provoquent de grandes ivresses, c'est quand les choses ne sont plus sûres que la vie enfin commence. Cécile acquiesce.